La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Michel Hoc, médium. Nous parlerons de médiumnité et de magnétisme. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Michel Hoc, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invité sur votre radio, sur votre émission. Avec plaisir. Vous êtes médium. Comment avez-vous découvert votre médiumnité et quel a été votre parcours? Alors, ma médiumnité, en fait, c'est plutôt d'autres personnes qui m'ont fait prendre conscience de mes capacités et confiance aussi d'ailleurs, c'est un lapsus révélateur. J'ai fait 3 rencontres importantes au cours de mon existence, si je peux parler ainsi. J'ai d'abord rencontré une personne qui faisait de l'écriture automatique et qui était dans mon voisinage, qui m'a introduit, si vous voulez, à ce monde sur lequel je n'avais pas d'a priori, ni positif ni négatif. Ensuite, j'ai rencontré un magnétiseur qui, lui, m'a appris le b.a.-ba du magnétisme et avec lequel j'ai partagé de nombreuses expériences. Et la dernière personne que j'ai rencontrée, qui m'a mis sur le chemin de la médiumnité proprement dite, c'est Renald Roussel, donc avec qui je travaille de temps en temps lors de conférences. Et voilà. Sinon, pour répondre un peu plus en détail, j'ai moi-même eu connaissance de mes facultés, mais sans vraiment les accepter entre l'âge de 7 ans et 13 ans. Voilà. Oui. Alors comment ça se manifestait? C'était par ordre de flash, on va dire, hein, c'est bon, tout le monde sait ce que c'est un flash à peu près, et aussi par des visions. J'avais de temps en temps, parce que je fais toujours, mais moi, je faisais du dessin à l'époque, quand j'étais gamin, et je m'imaginais des choses qui n'étaient pas vraiment de ce monde, hein. C'était plutôt des objets, des paysages, des choses comme ça. Je partais un peu dans l'ailleurs. Oui. Donc après on me disait mais qu'est-ce que tu fais, ça n'existe pas, tout ça, et puis dans ma tête oui ça existait, mais bon voilà, il y avait un décalage. Alors cette médiumnité s'est développée au fil du temps, je suppose. Oui, ça s'est développé au fil du temps, oui. Mais chez moi ça a été un peu plus long pour que je l'intègre, parce que c'était meilleur chez les autres, hein. Bon bah ça fait partie de ma personnalité. Il m'a fallu faire ces rencontres pour, comme je vous le disais, pour prendre confiance en moi. Et pour aussi faire des exercices pour la développer, parce que ça, bon, on l'a tous à l'état latent. Mais ensuite, libre à nous de développer ce qu'on a ou de le laisser dans l'état tel qu'on l'a. Voilà. Alors vous communiquez avec les disparus, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, oui. Alors comment se manifeste un contact? Comment ils se manifestent, ces disparus? Vous les voyez comment? Vous entendez? Vous êtes clairaudient? Vous êtes clairvoyant? Comment ça se passe? Alors c'est assez variable. Dans la plus grande partie des cas, je ressens d'abord une présence. Hein. Je peux pas la définir clairement parce qu'il y a d'autres collègues qui voient carrément la personne telle qu'elle était sur Terre. Moi, je commence par ressentir la présence. Ensuite, c'est comme une image, un brouillard flou qui se forme au fur et à mesure, et je finis par avoir des détails sur la personne qui se présente. Donc, si c'est une personne d'un certain âge, je vais voir, par exemple, un monsieur avec des cheveux blancs. Il va me donner des détails sur sa tenue, sur le fait, par exemple, qu'il fumait ou pas, sur un handicap qu'il a pu avoir. La présentation se fait d'une façon progressive. Ensuite, c'est au cas par cas. Des fois, c'est d'une manière spontanée quand je suis à côté d'une personne vivante. Ou parfois, c'est parce qu'on m'amène une photo pour rentrer d'une manière voulue en contact avec le défunt. Alors certains médiums me disent qu'ils les voient comme un hologramme, aussi net qu'une personne en chair et en os. Est-ce que c'est votre cas? Oui. Parce que parfois,
ils nous font même des signes, enfin des gestes qu'ils avaient l'habitude de faire. Hein. Ouais. Par exemple, taper du poing sur la table pour quelqu'un qui était plutôt impatient, ou, qui veut affirmer qu'il a une forte personnalité, ou alors pour une personne qui serait plus effacée, elle avancerait à pas feutrer pour venir se présenter. Et effectivement, on les voit clairement, oui. Alors, quels sont les messages qu'ils vous délivrent en règle générale? Alors, en règle générale, ce qu'on va dire à la personne qui veut des nouvelles, c'est que leurs défunts vont bien. Déjà, ils sont en paix, parce que c'est ce qui est le plus important à savoir pour nous qui sommes de ce côté-là du voile. Ensuite, ça dépend s'ils ont des conseils à donner. Ils donnent parfois des conseils, mais ils ne prennent jamais le dessus. C'est à nous de mener nos vies. Bien sûr. C'est à nous de mener nos existences. Donc, ils peuvent dire s'ils sont contents ou pas, si ce qu'on a fait, c'est bien à leurs yeux ou pas, mais ils ne jugent pas déjà. Et c'est à nous vraiment de prendre les décisions. Et puis, si on peut faire la synthèse de ce qu'ils nous disent tous, c'est de continuer à vivre ici et de vivre bien et dans la joie. C'est surtout ça qui en ressort. Hein. Oui. Est-ce qu'ils vous parlent de leur activité de l'autre côté? Oui. Ah, qu'est-ce qu'ils font exactement? Oui, ils nous disent ce qu'ils font. Alors c'est soit par des images qu'ils nous envoient, donc des choses d'ordre symbolique, ou alors ils nous parlent, puisque on est clairaudient, donc on entend parfois leurs paroles. Donc des personnes, par exemple, qui veulent signifier qu'ils font quelque chose qu'ils n'ont jamais pu faire, ils vont mettre le paquet. Par exemple, ils vont dire qu'ils ont manqué d'instructions et ils vont se montrer dans une grande bibliothèque virtuelle, mais c'est pour dire qu'ils ont enfin la possibilité de s'instruire comme ils auraient voulu le faire sur Terre et ils en profitent. C'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui s'occupent des enfants dans l'au-delà. Ce ne sont pas des enfants en chair et en os, malheureusement. Ce sont des âmes jeunes qui sont passées de l'autre côté. Et sur Terre, ces défunts qui nous disent ça avaient des affinités avec les enfants. Donc, en quelque sorte, ce sont des nounous. Alors, visiblement, les occupations sont multiples. Oui. Alors, on dit qu'il y en a qui travaillent les arts dans certaines sphères, qui travaillent les arts, qui travaillent la musique, enfin, certaines disciplines selon leur sensibilité. Voilà, c'est suivant leur sensibilité, le parcours qu'ils avaient aussi fait sur Terre. Par exemple, s'ils avaient entrepris des études d'ordre scientifique, ils vont probablement continuer dans l'au-delà à apprendre et à être dans cette sphère-là. Alors, il y en a certains, soi-disant, qu'ils travaillent de l'autre côté certaines disciplines et puis après, ils reviennent sur Terre pour le mettre en application dans le monde physique. Alors ça, là, on touche à un sujet qui est vaste et dont on n'a pas vraiment la réponse. C'est la réincarnation. Voilà, la réincarnation, il vous en parle? Alors, j'ai mon avis là-dessus, mais c'est, comme je vous dis, c'est un vaste sujet. Pour moi, c'est tout part de l'esprit, donc nous sommes nous-mêmes comme des sortes d'hologrammes sur Terre. Et rien n'empêche que, en tant qu'esprit, on peut projeter par exemple une existence au XXIe siècle, donc de nos jours. Mais dans le même temps, cet esprit pourquoi pas, ne pourrait-il pas projeter une existence dans le futur, une existence dans le passé, sachant que le temps et l'espace n'existent pas. Donc moi, quand on me parle de réincarnation, je préfère parler de multi-incarnation, sachant que tout part et tout revient à l'esprit. Oui, mais quelque part, c'est la même chose. Oui. Alors, vous êtes également magnétiseur. Oui. Qu'est-ce qu'un magnétiseur pour les gens qui ne sont pas sensibilités à ces disciplines et comment utiliser son magnétisme? Alors un magnétiseur, dans l'imaginaire commun, jusqu'à il y a encore très peu de temps, c'était la personne qu'on allait voir au fin fond de la campagne dans une ferme ou dans un lieu reculé, qu'on allait voir pour être guéri de toutes sortes de maux. Donc ça pouvait être les brûlures, les problèmes physiques, les handicaps, même certaines maladies. De nos jours, c'est toujours la même vision que les gens ont, sauf que maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que les magnétiseurs, ce sont quand même des personnes qu'on ne trouve pas que dans les campagnes, on les trouve aussi dans les villes. Donc notre fonction, moi, la fonction que je me donne, c'est avant tout de soulager rapidement les personnes qui viennent me voir pour diverses douleurs. Donc ça peut être couper le feu, ça peut être des problèmes de peau, ça peut être aussi des douleurs physiques, des tendinites, des torticolis, des entorses. Ça peut être pour soulager
soulager des fractures, enfin des choses comme ça. Après, pour ce qui est des maladies plus graves qui nécessitent un traitement médical, de toute façon, il faut continuer le traitement. Hein. Nous, on bien sûr. se traite pas à l'avis du médecin de ville. On peut être là plus pour accompagner, par exemple, quand des personnes suivent des radiothérapies, on peut les accompagner pour supporter les effets brûlures que ça peut impliquer. Il y a un large panel sur lequel on peut intervenir. Ensuite, à savoir comment on utilise le magnétisme, on a chacun nos rituels avant et après la séance. Mais en gros, ça consiste à se placer en canal, justement, en médiumnité, et à diffuser de l'énergie qui passe au travers de nous. Mais par exemple sur les tendinites, sur les lumbagos, sur toutes ces choses-là, sur les douleurs de la colonne vertébrale, musculaire, est-ce que ça fonctionne bien ? Alors ça fonctionne, oui. Par exemple, pour parler de moi, quand on m'appelle pour ce genre de problème, ou pour tout autre problème, moi mon discours c'est de dire je ne promets pas justement la disparition ou l'atténuation du problème, sachant que comme pour un médium ou un voyant, vous allez venir voir une personne et ça va très bien pouvoir fonctionner la séance, comme ça va très bien pouvoir ne pas fonctionner. Donc il y a un tas de paramètres qui font que ça marche ou pas. C'est ce que moi j'appelle des affinités vibratoires, c'est-à-dire que vous allez voir un voyant, il va très bien voir pour la personne A qui va lui poser une question, et pour la personne B, il ne va pas du tout voir. Donc c'est parce que on n'est pas en affinité vibratoire, mais c'est aussi simple que ça. Donc pour le magnétisme, c'est pareil. La personne A va venir me voir pour un lumbago, ça va très bien fonctionner, et la personne B va venir me voir pour le même problème, et ça n'aura pas du tout d'effet. Sachant qu'une séance de magnétisme, ça a au moins l'avantage de rééquilibrer les énergies du corps, même si on ne règle pas le problème pour lequel la personne vient nous voir. Mais je suppose que vous avez dû avoir des guérisons comme ça. Enfin, quand je dis des guérisons, je parle de lumbago, je parle de tendinite, assez spectaculaire. Ça a dû vous arriver. Oui. Là, c'était ni tendinite ni lumbago, mais j'ai une personne qui vit en région parisienne qui est venue me voir, qui souffrait du genou, d'un des genoux, suite à un accident de moto qu'il avait eu il y a quelques années. Donc opération et puis broche dans le genou. Donc cette personne prenait des antidouleurs, des antalgiques depuis des années, donc avec tous les problèmes que ça peut poser après, c'est-à-dire douleurs à l'estomac, etc. Donc après, on va dire 2 séances, les douleurs ont disparu, et depuis, cette personne vit normalement. Il n'y a plus du tout de douleur au genou, et il n'y a plus besoin de prendre des médicaments pour atténuer la douleur. Oui, c'est durable. Voilà, c'est durable, oui. Et qu'est-ce que vous soignez d'autre, comme vous arrêtez le feu, par exemple, les brûlures, ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien, oui. Et c'est toujours incroyable, on dit qu'on arrête le feu comme ça, mais la brûlure s'arrête, la douleur s'arrête net. Oui. Bon, ça prend un petit laps de temps, mais c'est de l'ordre de quelques 3 minutes quand on fait ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur des animaux? Oui, aussi, oui. Et alors ça fonctionne? Ah bah oui, vous le ça fonctionne très bien aussi. Oui. Les animaux ressentent. Les animaux, ils sont beaucoup plus francs que nous, les humains. Oui, c'est vrai. Ça les ennuie, ils savent nous le faire comprendre. Oui. Mais ils ressentent rapidement qu'on veut leur amener du bien-être. Et pour vous donner un exemple, j'avais une chienne, une petite Westie, qui avait une grosseur qui se développait sur la patte arrière gauche. Donc avec un ami, on l'emmène chez le véto, et puis là, il nous dit c'est mauvais signe, on va faire une biopsie, et puis il s'avère que c'est quelque chose de cancéreux. Donc le toubib ne nous donne pas beaucoup d'espoir. Il nous dit vu l'âge avancé de la chienne, elle avait 16 ans, elle en aura pour 6 mois à 1 an. On s'est dit on va quand même essayer de faire quelque chose pour l'accompagner dans cette épreuve, parce que lui il nous disait faudra songer quand même à la piquer. Enfin voilà, on avait au moins un vétérinaire franc qui parlait vrai. Avec mon ami, qui était le magnétiseur qui m'avait appris le magnétisme, on s'est mis à magnétiser cette petite chienne, et le magnétisme lui a permis de ne pas avoir de traitement médicamenteux, d'une part, et ensuite elle a pu vivre le reste de son existence pendant 2 ans de plus
en donner pas plus qu'un an au maximum. Michel Hoc, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour, nous sommes toujours dans la clé du mystère pour la dernière partie de l'émission, toujours en compagnie de Michel Hoc. Nous parlons de médiumnité, nous parlons de magnétisme. Alors pour en revenir justement à la médiumnité, est-ce que vous avez eu des contacts avec les animaux? Alors oui, ça arrive, oui. C'est pareil, hein, ils se présentent soit spontanément, ou alors c'est parce que les gens ont besoin d'avoir des nouvelles de leurs compagnons. Alors quels sont les messages qui sont délivrés par les animaux? Les animaux, c'est beaucoup plus simple. Hein. Ils vont nous donner des détails sur leur existence. Par exemple, un chien qui avait l'habitude d'aller gratter sur le canapé qui est dans votre salon, auquel vous teniez particulièrement, par exemple. Il va nous montrer cette image, hein, déjà pour dire que c'est bien lui qui est là, qui est présent. Ensuite, il va remercier les maîtres ou alors il va leur dire j'aurais préféré être plus libre, être moins brossé, me rouler dans la boue. Je parle des chiens là. Ou alors ça peut être aussi des remerciements. Par exemple en salle, on fait parfois des conférences spéciales pour les animaux avec Rénal Roussel. Dernièrement, il a eu une matriarche des éléphants en fait qui se présentait d'une manière spontanée. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, cette matriarche a pris forme d'un seul coup dans la salle sous les yeux de Rénal. Et en fait, elle venait pour remercier une personne dans l'assistance qui donne de son temps et de son argent pour la préservation de l'espèce. Donc au nom de la race, elle venait dire merci. Voilà, ça peut être des messages de cet ordre-là aussi. Mais ils font pas trop de reproches parce que c'est vrai que quelquefois on a tendance à surprotéger un animal. Alors si, quand même ils savent nous le dire. Hein. Par exemple, les bêtes à concours, les animaux sont pas trop pour vivre cette vie-là. Hein. Oui, concours naturel. Hein. Et donc aller aux quatre coins de la planète pour faire des concours, pour être pris sous les flashs, c'est pas trop leur tasse de thé, hein, si on peut dire. Et ils savent nous le faire comprendre. Par exemple, les animaux, les chiens ou les chats d'appartement, bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir un chien ou un chat quand on est en ville ou dans certaines circonstances. Certains maîtres protègent leurs animaux, ils ont peur qu'ils se fassent écraser ou etc. C'est vrai qu'ils peuvent être aussi privés un peu de l'extérieur, de la nature. Est-ce qu'ils viennent faire des reproches? Alors oui, ils le disent, hein, mais après, bon, c'est pas non plus à prendre d'une façon dramatique. Nous, par exemple, on va servir d'intermédiaire, on va donner le message. Faut pas que les gens soient au 36e dessous parce qu'on leur a dit qu'ils n'ont pas assez sortir leur chien ou voilà, ça fait partie aussi d'une prise de conscience. Hein, c'est-à-dire, bon, quand on prend un animal, il faut toujours avoir à l'esprit que c'est un animal, justement, qui a des besoins naturels. Hein. On peut pas les empêcher, par exemple, d'aller gratter pour faire leur nid, ou alors de faire leurs griffes sur les rideaux, etc. Il faut savoir respecter la nature de l'être qu'on accueille chez soi. Ensuite, ils savent nous le dire, hein. C'est des reproches, mais il faut pas prendre ça d'une manière négative, mais il faut se dire, si j'ai de nouveau un chien ou un chat, par exemple, je ferai attention à respecter son ADN. Hein. Par exemple, un chien qui est dans la famille des chasseurs, il faudra l'emmener courir ou à la campagne beaucoup plus souvent qu'un chien qui est plus taillé pour la ville. Oui, parce que quelque part, c'est comme un enfant, on peut pas faire bien à 100%. Hein. Non, il n'y a pas d'éducation parfaite. Hein. Voilà, c'est clair. Donc on essaye de faire pour le mieux. Et l'instant qu'on essaye de s'occuper de l'enfant pour son bien-être, pour lui apporter une éducation, ou pour un animal, c'est la même chose. Je pense que c'est ça qui compte. C'est ce qui compte, oui. Mais à la base, c'est pas prendre un animal, c'est pas un acte égoïste. Hein. C'est se dire j'accueille chez moi un être vivant qui a des spécificités et auxquelles je dois apporter le maximum de bien-être. Hein. C'est surtout ça. C'est ma façon de voir les choses à voir. Hein. C'est comme avec les enfants. Hein. C'est pas normalement on n'a pas des enfants d'une manière égoïste. Hein. Oui, normalement, oui. Normalement. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Est-ce que vous donnez des conférences? Est-ce que vous organisez des ateliers? Alors moi non, je n'organise pas d'atelier. Quand on me pose
questions, par exemple, comment développer mon magnétisme, je dis aux personnes, si vous pensez que vous avez du magnétisme, testez d'abord sur votre entourage, c'est-à-dire la famille, les amis, vous voyez les résultats et puis après vous faites des recherches. Il y a des tas de livres qui sont assez fournis et qui expliquent comment procéder. Donc moi je donne pas pour l'instant d'atelier, peut-être que par la suite j'en donnerai, j'en suis pas encore là. Moi je travaille plus sur rendez-vous et puis en conférence, comme je vous le disais, avec Reynald Roussel ou alors tout seul ou avec d'autres médiums comme Christine André, etc. Christine André que nous avons reçue ici à ce micro il y a quelque temps déjà. Quels sont les thèmes que vous développez en conférence? C'est principalement autour du magnétisme. C'est pour présenter le magnétisme, ce que c'est exactement. Donc oui, il y a toujours une petite partie historique pour situer la place du magnétisme dans l'histoire et dans le monde. Ensuite, j'explique comment cela agit et qu'est-ce qu'on peut en attendre et qu'est-ce qu'on peut espérer du magnétisme. Alors, comment réagissent-ils les gens dans les conférences, en règle générale? Eh bien, si je les ai pas endormis, ils réagissent assez bien. Apparemment, c'est un sujet qui les intéresse. Ils posent les questions qui permettent d'étayer ce qu'on donne. Il y a aussi des témoignages de personnes qui pratiquent, donc c'est bien puisque ça permet justement de ne pas avoir que mon point de vue, de voir que tout le monde peut bénéficier ou peut même essayer de faire du magnétisme. Alors selon vous, est-ce qu'il y a des méthodes pour développer sa propre médiumnité et son magnétisme? Pour la médiumnité, moi ce que je dis, c'est qu'il faut quand même se réserver du temps à soi pour faire de la méditation. Quand on parle de méditation, les gens s'imaginent tout de suite que c'est se poster en position du lotus face à un mur comme dans le zazen et essayer de ne penser à rien. Non, c'est pas que ça la méditation. La méditation, ça peut être aussi quand on fait simplement la vaisselle, se concentrer sur l'ici et le maintenant, ou alors faire la cuisine. Voilà, c'est simplement de la concentration, la méditation. Donc moi ce que je donne comme image pour que les gens puissent vraiment savoir ce en quoi ça consiste, c'est de s'imaginer dans un champ comme un animal, par exemple un cheval dans un pré qui regarde passer un train au loin. Donc le cheval était tranquille et d'un seul coup il y a le train qui arrive. Le train en fait c'est symboliquement nos pensées parasites. Donc il faut pas prendre le train, mais il faut se remettre dans sa place de cheval et regarder passer le train des pensées jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. Voilà, c'est ça la méditation, c'est essayer de faire le vide dans son esprit et d'être présent en soi. Moi, pour le développement aussi bien du magnétisme que de la médiumnité, je préconise la méditation. Après, chacun peut trouver sa façon de faire la méditation. Ensuite, pour développer le magnétisme, là, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Non, ça se fait comme ça. Si ce n'est essayer d'avoir une hygiène de vie quand même correcte, et puis en pratiquer assez régulièrement pour pouvoir avoir de meilleurs résultats au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous appelez pensées parasites? C'est des pensées incontrôlées? Alors oui, quand on sait qu'on génère des milliards de pensées en une journée, par exemple, on va se dire, bon, je médite, alors on va essayer de trouver un point zéro sur lequel on va se focaliser durant le temps de la méditation. Ça peut être 5 minutes, mais au bout de 5 minutes, enfin de 2 minutes où on a réussi à accrocher ce point, on va se mettre à penser, par exemple, à qu'est-ce qu'on va faire à dîner ce soir, ou alors au RSI, ou à des problèmes plus terre à terre, la réunion de famille qui aura lieu dans un mois, etc. Donc je dis pensées parasites, c'est pas forcément des mauvaises pensées, des pensées négatives, mais c'est des pensées qui vont venir et sur lesquelles on va s'embarquer et puis qui vont nous emmener loin du but recherché au départ. Oui, parce qu'on a l'impression que quelquefois il y a des pensées qui nous traversent l'esprit et pour autant on a l'impression que ça ne nous appartient pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça j'ai jamais rencontré ça personnellement dans les méditations. J'ai pas eu l'impression que c'était pas des pensées que c'était des pensées qui ne m'appartenaient pas, mais c'est vrai que ça arrive. Ça peut arriver, ça. On peut capter, oui, effectivement. C'est le mental qui nous joue des tours, peut-être. Voilà, c'est le mental. D'ailleurs, c'est bien que vous parliez du mental, parce que c'est ce que, justement, je voulais dire, et que j'ai oublié de dire, c'est que quand on fait de la méditation, enfin, que ce soit la médiumnité, la voyance ou le magnétisme, on se place en quelque sorte en tant que
canal. Donc c'est le mental notre plus grand ennemi en fait. Par exemple, un voyant, vous allez lui poser une question, est-ce que je vais vendre ma maison dans les 2 mois qui viennent? Et le voyant va vous dire, ah ben non, vous la vendez la semaine prochaine. Si le mental prend le dessus, le voyant il va se dire, mais qu'est-ce que je raconte, c'est une grosse bêtise, en une semaine c'est pas possible. Donc là c'est l'action du mental qui va faire dire, non, je me suis trompé, c'est pas dans une semaine, c'est dans un mois où voilà, il va chercher à biaiser la première impression. Donc le mental, il faut faire attention à ce processus en fait. Est-ce que vous ne pensez pas que justement tout ce que l'on voit à la télévision, ces informations redondantes, négatives, ont une influence sur notre mental et justement peuvent perturber nos pensées? Alors oui. Bon, de toute façon, ça peut avoir une influence. Par exemple, on peut vivre dans une psychose si on reste 24 heures sur 24 sur les chaînes info. Il y a vraiment très peu de choses positives qui sont données. Ah oui. C'est comme pour tout. Il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ce qu'on nous sert en pâture. Et j'emploie j'emploie ce terme vraiment dans le but de faire comprendre qu'on est un peu considéré comme des moutons. Donc, quand on parle de processus d'éveil individuel, il faut pas se laisser enfermer dans toutes ces masses d'informations qui peuvent nous diriger sur des chemins qui, a priori, ne sont pas les nôtres. Oui, parce que cette négativité peut s'imprimer dans notre mental et créer des pensées par habitude. Oui, aussi, oui. Ça, c'est très mauvais. Voilà, c'est très mauvais, oui. Est-ce que vous avez des projets? Alors, des projets, oui, j'ai des tas de projets qui viendront au fur et à mesure du chemin que je parcours. Quel genre de projet? Alors, par exemple, j'envisage de me consacrer un peu plus aux animaux, en fait, par le biais de la communication animale. Donc, c'est ce que je fais, mais j'aimerais aller un peu plus sur ce chemin parce que c'est très intéressant et puis c'est riche d'enseignements. Et puis sinon, les projets, c'est de continuer justement de faire des conférences et d'essayer d'apporter du bien-être aux gens par le magnétisme et du mieux-être par les messages délivrés lors de contacts médiumniques. Est-ce que vous auriez, pour terminer, un message adressé aux auditeurs? Alors aux auditeurs, il y aurait des tas de messages à leur dire. Simplement, soyez un maximum positif, mais restez conscient. Être positif, ça ne veut pas non plus dire vivre dans un monde de bisounours, comme on dit, où tout est beau, tout est gentil. C'est être conscient. Alors être conscient de qui on est, nous, de là où on est et de nos actes. Voilà. S'il y a un message à délivrer, c'est d'essayer d'être au maximum positif dans la vie, de ne pas perdre espoir et d'avoir la foi. En fait. Alors vous avez un site internet? Oui. Alors c'est www.michelhoc.com. D'accord. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur le site internet? Eh bien, ce sont des informations en fait sur le magnétisme, sur la façon dont se déroule une séance. Et puis, de temps en temps, je mets des articles, donc avec des comptes rendus des conférences que l'on donne. Et puis, ça peut être des articles aussi sur des associations qui nous tiennent à cœur, sur des personnes, des collègues, voilà. Je vais essayer de l'animer un peu plus que par le passé. D'accord. Michel Hoc, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne. Et bon courage pour la suite, en tout cas. Eh bien, merci à vous pour cette interview et puis à bientôt dans vos ondes. Merci. Fréquence Évasion.